Que d'ailleurs quand j'étais au lycée Razi, je faisais partie de la chorale et puis nous avons appris une chanson à l'occasion des 2500 ans de l'Empire, qui disait Dori Tofar et Yazdon. C'était une chanson qu'il fallait chanter à cette occasion-là, peut-être du couronnement. Dori Tofar et Yazdon. Tu possèdes l'aura divine. Tu possèdes l'aura divine et grâce à cette aura, dont ton règne sur nous est éternel. Donc c'est la relation, c'est cette relation avec les sphères supérieures qui détermine donc la structure sociale du pays. Voilà. Et donc tout ça pour dire que la tentation est très grande pour les êtres humains que nous sommes de trouver une origine surnaturelle aux différences de classe. C'est-à-dire que voilà, ça vient d'en haut, à partir du moment où ça vient d'en haut, ça ne peut pas se discuter. À partir du moment où on considère que Faridoun avait le phare divin, elle avait la grâce divine, ça suffit. On n'a pas besoin d'autres explications, et tous ceux qui viendront après, donc ses descendants, auront aussi forcément l'aura divine. Et à cela, je préfère, je suis tenté, donc malgré toute l'admiration et la vénération que j'ai pour la poésie de Ferdowsi, de souscrire à la pensée d'Omar Khayyam, pour ce qui est de la pensée, parce que Ferdowsi, moi j'adore Ferdowsi, je l'ai traduit, mais pour ce qui est de la pensée, souscrire plutôt à la philosophie d'Omar Khayyam de Nishapur, quand il annonce dans ses quatrains que nous sommes rien, nous sommes venus de rien, et nous ne retournons à rien. Voilà, donc c'était la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre écoute. Ah, ça c'est Ariman qui revient. Et donc je serai à vos dispositions tout à l'heure. Donc j'ai apporté quelques exemplaires si vous voulez les acquérir, que je peux dédicacer. Et puis donc je vous remercie pour votre écoute. Et puis je suis à vos dispositions pour répondre à vos questions si j'y parviens. Nous avons le temps pour questions-réponses. Merci pour votre exposé, c'était très intéressant. La question qui se pose, c'est que je voulais savoir où est exactement la place de la dynastie de Kiani ou Kianian. Là, vous n'avez pas cité là-dessus, donc j'aimerais bien avoir. Alors, normalement, c'est bien tout de suite après les Pishtoliens. Ah oui, pas avant. Oui, c'était après les Pishtoliens. Et donc, on considère beaucoup que c'était une dynastie légendaire. Oui, alors, certains, alors dans le charnement raccroche au nom de Kové, mais c'est autre chose. Et une des interprétations du nom de Kiani, c'est noble. Je pense que, alors, on a essayé de raccrocher l'origine des Kiani au nom de Kové, mais ça n'a rien à voir. Il faut que je retrouve. Alors, donc, ce serait une dynastie légendaire, serait constituée la plus ancienne organisation monarchique chez les Ariens, après leur émigration dans l'Iran oriental. Bon, ce serait été une organisation monarchique. Et leur généalogie, alors la réponse précise à votre question, interviendrait tout de suite après celle des Pishtoliens, après Gachos, donc, qui est le dernier roi des Pishtoliens, à qui succédera le premier roi kéonide, Kavikarota, qui est Robot. Voilà, donc le premier roi kéonide. Mais on considère que c'est d'origine mythique. Et alors, il est question de Kérobod dans l'Avesta, mais en fait, ce serait un titre qui signifierait surtout, alors soit prêtre, soit prince. Ce serait plutôt un titre. Voilà. Une deuxième question, alors, oui, si vous me permettez. Bon. Lorsque vous parlez de la durée de la dynastie de Irak, Faridoun et tout, 700 ans, 1000 ans et 500 ans. Est-ce que, enfin la question est suivante, est-ce que la durée de l'année dont vous venez de citer, c'est exactement les mêmes années qu'on voit, parce que c'est 365 jours et 1000 ans et 700 ans, ça fait quand même
ce sont des chiffres astronomiques Oui. pour un individu. Oui, Comment mais en même temps, vous êtes entre le mythe et la légende, donc c'est forcément, comme vous dites, c'est pas forcément les mêmes repères. C'est les premiers rois, donc ils descendent, on dirait quelque part, donc ce sont les premiers mortels, mais ils sont pas loin des immortels non plus. Ils font la transition entre les immortels et ceux qui viendront après, les mortels. Donc je ne pense pas que ce soit les mêmes années que nous. Voilà. Donc bien sûr, Zarok, c'est celui qui dure le plus longtemps. Mais bon, il y a eu beaucoup de changements parce que c'est le Shahnameh, comme vous le savez, date des Sassanides. Donc il y a eu beaucoup d'interventions. Et donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que tous ces travestissements des structures mythologiques datent des Sassanides. Donc c'était pour justifier une idéologie royale à l'origine de ça. Alors je serais incapable de vous dire, d'un point de vue calendaire, tout ça en termes d'années, qu'est-ce que ça représente. D'accord. Madame? Je voudrais dire que, d'après ce que j'ai entendu, Nowruz vient de temps de Jamshid. Oui, c'est ce qui figure dans le Shahnameh. C'est ce qui figure dans le Shahnameh. Il aurait institué la fête du Nowruz. Alors je ne sais pas au moment où il est monté sur le trône, mais ça date de Jamshid. Donc vous avez bien lu votre Shahnameh. Pardon. Monsieur, oui, vous avez une question? Non, moi je dis à la date 2500 avant Jésus-Christ. Pour Nowruz. Allez-y. Monsieur? Merci beaucoup pour la question qui était très claire, très instructive. Merci. J'ai pris beaucoup de questions, enfin, il y a eu beaucoup de questions qui m'ont venu à l'esprit, mais j'essaye de résumer, en poser quelques-unes. Tout d'abord, par rapport à ce que vous avez dit par rapport au nombre de castes, donc, dans l'imaginaire primitif ou l'imaginaire l'Avesta et Shahnameh, il y a des travaux disons, dans le mouvement de structuralisme, Georges Dumézil notamment, qui a travaillé pas mal dans disons, un travail les structures tripartites des Indo-Européens. Il en parle de trois classes. Trois, et pas quatre. Là, je voulais avoir votre sentiment. En fait, bon, ça revient un peu à la même chose, puisque vous avez les prêtres, vous avez les guerriers et les producteurs. Ça dépend comment Voilà, c'est-à-dire que la troisième catégorie peut être divisée en deux, mais ça revient à peu près au même. Effectivement, vous avez raison, les sociétés indo-européennes, vous retrouvez ça chez les Romains, et puis en France, vous avez le clergé, la noblesse, le tiers-état, donc vous avez aussi ces structures tripartites. Mais oui, en Iran, on a divisé le troisième en deux, mais ça revient à peu près au même. Donc c'est prêtres, guerriers, producteurs. La troisième et la quatrième catégorie sont des producteurs. Alors peut-être qu'il y a cette classification parce que c'était des propriétaires, c'était des propriétaires terriens. D'une famille de Dehran, donc c'était des propriétaires terriens qui avaient un statut plus aisé que ceux qui travaillaient, que les artisans. Donc c'était un niveau au-dessus, donc ceux qui travaillaient, les artisans n'avaient rien. Donc ils n'avaient que leurs mains, bon, pour travailler, pour forger, pour travailler le bois, la pierre, et de là vient peut-être ces classifications. Qui rejoint encore une fois, là j'insiste là-dessus, le fait qu'on ne pouvait pas concevoir que ce soit un artisan qui soit placé entre le roi et le tyran. Donc il ne pouvait pas être là. Et donc ce que j'explique dans ma thèse, c'est que l'idéologie sassanide, l'idéologie monarchique sassanide, puisque c'est le Shahnameh de Ferdowsi, c'est celui de l'époque sassanide, avait bien fixé les choses. Donc sur le plan idéologique, voilà, on ne peut pas mélanger les artisans et les catégories hautes. Donc il ne pouvait pas avoir sa place entre le roi et le tyran. Il ne pouvait pas être celui qui allait aider le roi. Puis-je vous poser une question? Oui, allez-y. Oui, vous avez parlé justement de Forgeron qui avait une place entre le fondeur et l'alchimiste. Le médium, la classe médium, classe moyenne. On voit en fait, d'après les travaux de sociologues, c'est toujours la classe moyenne qui fait la révolution. Et finalement, on retrouve ce schéma de médium, le créateur, enfin, la classe moyenne. Il faisait peut-être partie de la classe moyenne aussi de son époque, qui pouvait porter éventuellement le drapeau et le mouvement et
Oui, c'est intéressant ce que vous dites, les classes moyennes qui font la révolution. Alors j'ai tenté une interprétation disons peut-être qu'il y avait une véritable histoire, peut-être qu'il y avait un révolutionnaire, une figure, parce que bon, c'est quand même étonnant, dans les premiers chapitres du Chardonnay, c'est le début de l'histoire, on dit qu'il va dans le bazar. C'est quand même surprenant, le bazar, les premiers siècles de la naissance de l'Iran, du monde. Donc il y avait déjà des sociétés qui étaient structurées. Il devait y avoir des corporations métiers par exemple, des corporations métiers. Et peut-être qu'effectivement, c'est ce que j'essaie aussi de chercher de ce côté-là, peut-être qu'il y avait ce qu'on appelle des senfs, des corporations qui s'organisaient, en plus, donc, dans la légende, il est dit que c'était un forgeron d'Espahan. Et c'était de là où partaient les armées. L'Espahan, c'est-à-dire ses parents, là où les armées étaient formées. Et peut-être qu'il y avait des corporations métiers qui s'organisaient entre eux. Vous savez, bon, en Iran, il y a la révolution par le bazar aussi. Donc, ils étaient à l'origine de la révolution urbaine. Alors, peut-être effectivement que Covey est issu de ces classes moyennes dont vous parlez, des commerçants, des artisans qui étaient organisés entre eux en corporation et qui avaient une force politique. Il y a des travaux des anthropologues, notamment Philippe Escola, qui fait un travail magnifique, qui en fait montre comment les civilisations, par rapport à la distinction d'identification et différenciation, et d'intériorité et extériorité, il arrive en fait à faire 4 catégories.